Bonsoir à tous, on est le 3 octobre 2021, donc sur Twitch. J'interviewe des artistes peintres vivants. La semaine dernière, c'était Youssef Kourichi. La semaine prochaine, ça sera Mathieu Cherkit. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marion Bataillard. Bonjour Marion. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Voilà. Si vous voulez poser des questions à Marion, vous pouvez les poser sur le chat de Twitch. Pour poser des questions, il suffit de s'inscrire à Twitch et ensuite c'est gratuit et vous pouvez vous poser vos questions et on lui posera à la fin de notre entretien. Et on va commencer tout de suite, Marion, avec ton premier tableau. Donc je t'ai demandé 5 tableaux qui représentent un peu ton parcours. Et le premier tableau, c'est un grand tableau géant que tu as fait à Montluçon avec plein de gens de Montluçon qui s'appelle Les Bacchanales. Voilà, c'est un tableau, j'espère qu'il ne va pas nous faire censurer sur YouTube. Et voilà, je te laisse en parler un petit peu. Alors, que dire? C'était un grand geste de peinture. C'était la première fois que tu faisais un tableau aussi grand, hein, on peut le dire, parce qu'il Ouais, fait, il fait 2 mètres sur 6, quoi. d'ailleurs, Ouais, ouais. j'en ai pas refait d'aussi grand après. Il est aujourd'hui Euh, en Chine, je crois, c'est ça? oui, il est Ouais. en Chine, il est en 4 panneaux. Je l'ai fait en 6 mois, je crois, ce qui est assez court, hein. Aujourd'hui, je prendrais plus de temps. Plus j'avance, plus je suis lente. Euh, j'étais, euh, j'étais très en forme. Je voulais partager mon énergie avec le monde. Euh, et qu'est-ce que... Non, bah, du coup, je me suis nourrie un petit peu des iconographies des bacchanales. Et puis après, j'ai fait poser les gens que je rencontrais, qui avaient envie de poser. Et alors ça, c'est une particularité de ton travail, c'est que tu peins pas d'après photo ou d'après, on va dire, oui, enfin, tu peins pas d'après photo ou d'imagination, mais tu peins d'après des modèles vivants. Donc Oui, là, par exemple, pour tous les gens qui sont dans ce tableau, il a fallu que tu ailles les chercher, quoi. Voilà. Donc il voilà, faut, c'est faut ça. convaincre. Voilà. Il y a des personnages qui sont la compilation entre plusieurs modèles différents. Il y a le visage de l'un, le corps de l'autre. Voilà. Et, et ils ne posent pas en même temps. Donc c'est une scène quand même, enfin, c'est du montage mental en fait. Euh, et je ne fais pas d'esquisse non plus. Je suis un petit peu en train de revoir ça. Je vais peut-être me mettre à faire des esquisses, grosse révolution. Euh, mais jusqu'à présent, je me suis toujours lancée comme ça sur les tableaux. Ce qui fait que parfois ça s'embourbe, parfois c'est compliqué. Hum, Et pour les détails végétaux, les cailloux et tout ça aussi, si tu les trouves, oui, là, je vois un très beau caillou au premier plan. oui, je fais de la cueillette, je vais les chercher dehors. Là même pour l'herbe, j'avais ramassé comment dire, des plaques d'herbe, quoi, que j'ai D'accord, ramenées sur une palette dans l'atelier. trop bien. Euh, pour l'arbre, je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Je crois que là, il y avait une photo. Après, il y a des éléments inventés, évidemment, les éléments architecturaux et tout ça, c'est plus mental. Euh, et il y a aussi, de toute façon, beaucoup de temps de travail sans les modèles pour tout ce qui relève de la composition, de la mise en relation de tout ça. Et là, on est déjà à un résultat assez avancé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, c'était quoi ton parcours en fait? Je crois que tu as fait les Beaux-Arts de Strasbourg, non, les Arts déco de Strasbourg, c'est ça? Un truc On comme dit ça? art déco, mais c'est une école de beaux-arts. Ouais, J'étais dans l'option art, avec enfin, oui, option art, quoi. ouais. Oui, c'est ça, je suis sortie en 2007. Et quand même, quand je suis sortie, je galérais bien techniquement. Enfin, j'étais bien embourbée encore. Je ratais presque tout, quoi. Euh, donc, entre 2007 et 2013, j'ai vécu à Berlin. Et la moitié du temps, je faisais des jobs. Et l'autre moitié de la semaine, je peignais. Donc, c'était assez compliqué. Euh, et on va dire que c'était un peu de la post-formation solitaire, quoi. Ce temps-là. Et après, à Montluçon, j'étais en résidence à Shakers. Et donc, j'ai fait ce tableau-là, les Bacchanales, en résidence là-bas. Et c'était la première fois que je pouvais ne faire que peindre depuis ma sortie de l'école. Donc, j'ai été vraiment hyper contente de pouvoir sortir ça et de donner un peu corps à, à ce que j'essayais de faire pendant 6 ans en galérant un peu, quoi.
Oui, alors Shaker, c'est une résidence d'artistes qui a vu passer des gens comme Claire Tabouret, Maud Marie, Jérémy Liron, moi-même. Voilà. Et c'est une résidence assez dure parce que c'est dans une cité, Oui. une cité chaude de Montluçon. Enfin, voilà. C'est Mais je peut-être trouve pour ça ça que assez. j'étais très en forme, toute mon énergie circulait sur moi-même. Je crois qu'ils vont déménager maintenant, mais en tout cas, c'est intéressant parce que enfin, ce qui m'amuse, c'est le fait que tu aies eu l'occasion, on t'ait donné l'occasion de pouvoir travailler comme ça, à faire un grand tableau. Enfin, tu te sois donné l'occasion et qu'il t'ait donné l'occasion de faire comme ça. Puis d'un coup, bah, ça a réussi puisque d'un coup, il est dans une collection en Chine. Enfin, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un Oui, truc intéressant. oui, c'est une résidence qui a aidé pas mal de gens, je pense. On va passer au deuxième tableau qui s'appelle L'Annoté. Donc La c'est note. la note. C'est un tableau qui ressemble à beaucoup de tableaux que tu as pu faire, qui sont des vies d'atelier, presque, on pourrait dire, Mm. où tu es, toi, en train de peindre, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben ça, c'est presque le pendant inverse du tableau précédent dans mon travail. Le tableau précédent, on est dans quelque chose d'assez fantasmagorique, avec quand même une part, oui, du coup, de projection, même d'imagination. Euh, Là, ça correspond plus au moment de vide, en fait, comme il y a à l'atelier, et où tout à coup, je décide de prendre ce vide-là comme sujet, et de ne pas chercher à retrouver un chemin vers des idées ou quoi, mais vraiment de partir de là où je suis. Euh, et ça donne des tableaux un peu tautologiques pour moi, qui sont des peintures de peinture. Euh, une forme d'absurdité dedans, et en même temps, peut-être aussi la croyance que, voilà, en allant chercher juste dans ce qu'il y a là, on va trouver quelque chose, quoi, à un moment donné. Et alors, il y a quelque chose qui est qui continue dans ton travail aussi, dans ce tableau-là, c'est le fait que tu as des traitements différents. C'est-à-dire, tu peux avoir un traitement un peu presque. Je pense au chevalet, là, qui est un peu traité comme une icône. Et puis d'un coup, tu peux Mhm. aller très loin dans les matières. Donc, c'est ce qui se passe sur la table. Euh, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est cette hétérogénéité dans l'homogénéité. Bim. Bah, je l'ai pas enfin, spécialement voulu, c'est Hmm. le fruit d'une disposition spontanée. Je pense que comment dire, je désire des types de peintures très différents. Du coup, j'ai rapidement compris que je ne serais pas de ce genre de peintres qui ont une manière très forte, très unifiée, une même machine, un même geste qui réunit tout. Euh, et que c'est des tableaux un peu morcelés. Malgré tout, je fais attention quand même à la cohérence de l'ensemble. Hein, Hmm. et effectivement, où je me laisse le plaisir de types de peinture différents en fonction du motif, quoi. Là, même, il y a des morceaux de poils dans le paillasson. Ah, d'accord. Et comment tu sais que c'est fini alors? Parce que tu peux aussi te dire que tu pourrais pousser la chose jusqu'à un réalisme. Enfin, comment tu dis que le tableau est fini? Comment tu t'arrêtes dans ce tableau-là? Parce que d'un coup, on a l'impression qu'il y a des moments, c'est comme s'il y avait des temps différents à chaque Mm. morceau du tableau, et d'un coup, on pourrait se dire, bah, peut-être elle pourrait pousser tout à ce Mm. niveau-là. Ou, Non, parce que là, le résultat m'ennuierait, je pense. Et aussi, en fait, je m'arrête soit soit quand c'est parfait, Souvent. soit quand je peux vraiment plus rien faire pour ce pauvre tableau, tu vois. Hmm. Et, et quand je dis c'est parfait, c'est-à-dire que des fois, avec trois fois rien, je trouve que ça va. Et Ouais. c'est très subjectif et arbitraire, hein, mais et des fois, je pousse beaucoup parce que j'ai pas réussi à ce que ça aille bien avec trois fois rien. Mais je pense que dès le début, j'ai quand même un idéal assez fort de less is more. Même si, du coup, enfin, je sais pas, il y a un autre idéal qui doit se mélanger à ça, qui est quand même un amour d'une forme de précision. Mais des fois, la précision, c'est juste parce que j'ai pas réussi à faire du less is more, peut-être. Je sais pas, on Hmm. verra dans 50 ans ce que ça donne. Mais... Ok. Alors, on va passer au troisième tableau, qui est un petit tableau, celui-là, parce que tu fais aussi beaucoup de... ça, j'ai envie de mettre un petit tableau dans ta sélection, parce que tu fais beaucoup de petits tableaux que je trouve tous très réussis.
Et là, c'est un portrait tout simple, presque sans âge, enfin sans ancrage dans le temps. Et pourtant, il y a une super efficacité. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, le portrait, c'est une des bases aussi de mon amour de peindre. C'est peindre les visages des gens. C'est un des trucs qui me fait le plus plaisir. Du coup, c'est des tableaux sur lesquels je n'ai pas grand-chose à dire. Parce qu'en termes de Ah, sujet, bien même sûr. Ouais. souvent mes petits formats, même les pastels plus récemment, parce que du coup, récemment, j'ai plus trop envie de faire des petites peintures, mais le petit, je le réserve au pastel. En tout cas, dans tous les cas, en petit format, je suis plus légère au niveau du sujet, moins exigeante aussi, et donc c'est presque moins bavard aussi Mhm. comme peinture. Euh, et là, tout repose sur la, la cohérence des gestes, la présence du sujet et le visage du modèle qui est souvent pour beaucoup dans la réussite d'un portrait. Et là, il y a quand même un traitement qui est un peu, qui est très fin, qui a pas beaucoup, avec pas beaucoup de Mm. matière, qui est très léger. On peut voir que notamment, tu as gratté pour faire les cheveux directement dans les cheveux. Donc ça, c'est des gestes c'est sur le coup, c'est spontané ou c'est des trucs que tu réfléchis ou Oui, c'est assez spontané, c'est des choses qui me sont plus permises. Enfin, le coup de gratter, non, ça serait général, je pourrais le faire Hmm. n'importe où. Mais la maigreur, c'est quelque chose que j'arrive plus à conserver en petit format, justement. Euh, que pour l'instant, en tout cas en grand format. Quoique sur un tableau qu'on va voir après, il est relativement maigre aussi, bien que ce soit un grand format, parce que justement, j'ai pas du tout souffert et que tout est sorti tout seul. Mais ça, c'est très récent. Sinon, en général, il y a beaucoup de couches parce que c'est complexe et du coup, j'ai pas cette qualité de maigreur que je peux avoir plus facilement en petit format. Mais c'est quelque chose que tu cherches alors, cette maigreur. Que Oui, ça soit très, très... oui. Après, du coup, à voir si j'arrive à l'atteindre de façon euh, plus facile et plus récurrente dans mes grands formats, hmm. cette maigreur, cette économie de moyens, est-ce que je vais décider, du coup, à certains moments, d'amener de la matière autrement? Euh, pour l'instant, je n'en suis pas là, je ne sais pas. D'accord. Bah écoute, on va passer au prochain tableau. Du coup, on va hyper vite, je parle pas assez, c'est Non, ça? t'inquiète pas, tout va bien. Ok. Ça s'appelle Totalité. Alors ça, c'était un tableau qui était dans l'exposition Les Apparences à 100 mètres du Centre du Monde à Perpignan, donc l'expo que j'ai organisée cet été, avec 50 peintres vivants. Et donc là, c'est un tableau où justement, il y a un énorme contraste de traitement entre, par exemple, la figure du milieu qui est très, très poussée et celle du bas, celle du bas, oui, qui sont très presque de la bande dessinée, quoi, enfin très, très lâchées. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Encore une fois, c'est pas décidé à l'avance, cette différence de traitement. Ouais. Là, c'est un tableau où ce personnage central, en fait, je me suis, comment dire, donné les moyens de faire ce que je ne veux plus faire, à savoir faire une figure centrale qui pose, parce que vraiment, Ouais. ras-le-bol. Et du coup, maintenant, je réfléchis plus à ça et je vais moins dans cet automatisme-là ma figure centrale, elle peut être en bas à gauche et le centre peut être vide. Enfin bon. Hmm. Mais là, il se trouve que j'avais une jeune fille qui est la nièce de mon copain, qui avait enfin, qui était très touchée que je veuille la peindre et tout. Du coup, elle était enfin, elle posait et j'étais obligée de prendre ça en compte. J'allais pas lui faire des trucs bizarres. Je prenais en compte sa timidité et tout. Et, et sa fragilité aussi un petit peu dans cette situation. Donc je voulais la mettre en confiance, qu'elle soit là, qu'elle pose. Et du coup, en fait, j'ai construit tout ce qu'il y avait autour pour pouvoir faire ce geste qui m'ennuie. Hmm. Euh, et, et à cause de l'échelle de son visage qui était très mal choisi au départ, j'ai énormément galéré sur son visage, à monter les couleurs du contre-jour et tout là. Ouais. Finalement, ça va, mais Ouais.
c'était compliqué. Et je détaille, pas détaille. Enfin, j'étais dans une échelle entre deux qui ne me convient pas du tout. Donc, je ne le ferai plus. Et du coup, les visages d'en bas, eux, sont sortis beaucoup plus facilement parce qu'ils étaient à une échelle où ça sort plus facilement pour moi. Quand tu parles d'échelle, c'est la taille que ça prend dans le tableau, en fait. Enfin, c'est genre 20 cm Là, Voilà. voilà, c'est ça. Ouais, donc, c'est Oui. juste pour te Elle, préciser. son Ouais. visage, il est Ouais. comme ça, tu vois, à moitié. Et là, les pinceaux, ça va pas. Je sais T'as pas. pas la bonne taille de pinceau, enfin, ou t'as pas l'habitude de ce format-là, quoi. Ouais. Ben, je peux pas aller. C'est un intermédiaire entre Hmm. dans la façon de construire les détails ou pas. Je sais pas. Le fait est que je me suis bien embourbée. Et donc, elle se retrouve avec une auréole et tout ça. Et pour avoir une idée, c'est combien de temps enfin, c'est combien de temps de pause pour elle quand elle vient de voir Là, elle est venue un certain nombre de fois quand même. Mais en réalité, là, une fois n'est pas coutume, j'ai fini son visage à la photo. Parce que j'en pouvais plus de la faire revenir et Et revenir. c'était genre combien de jours, alors pour Elle avoir est une idée, venue, quoi. elle est venue 3, peut-être 4 fois. Et 4 fois Et, combien de temps? 5 heures. D'accord. Mais c'est assez rare que je les fasse revenir aussi longtemps. C'est parce que c'était raté à chaque fois, en fait. D'habitude, pour un portrait comme ça, s'il avait glissé plus facilement, ça aurait été, je dirais, max 3 fois 5 heures, quoi. Donc c'est quand même finalement assez rapide, je veux dire, Oui. pour arriver à ce résultat-là. Et donc là, quand toi, tu es dans ces situations on va dire, de concentration, parce il y a un enjeu de temps, il y a un enjeu. D'un coup, tu joues à quelque chose que, par exemple, les gens qui travaillent d'après photo n'ont pas du tout, c'est que vraiment, il y a un enjeu de temps où il faut que ce soit fini, quoi. Il y a un truc, c'est maintenant ou jamais. Comme ça un suspense à la Jack Bauer, j'imagine, quand tu travailles sur le modèle, quoi. Oui, c'est très, très, très tendu comme séance de travail, hyper fatigant par rapport aux séances de travail sans modèle. Euh, Et et tu te mets une effectivement. pression éthique ou pas? Enfin, tu as une pression du regard du modèle sur le résultat ou... Ouais, ouais, bah ouais, il y a une relation avec le modèle qui est particulière à chaque fois. Donc là, je voulais que ça lui ressemble pour faire honneur au fait qu'elle avait posé pour moi. Et Hmm. justement, j'avais du mal à choper cette ressemblance à cette échelle. Et, ou alors j'avais la ressemblance, mais au niveau des coups de pinceau, c'était moche. Et c'était complexe. Donc en général, avec le modèle, oui, j'ai des enjeux personnels qui interviennent dans le truc. Souvent, j'ai envie que ça ressemble au modèle. Parce que en fait, c'est quelque chose de cette personne-là qui m'a touchée et je veux faire honneur à cette chose. Et le choix, par exemple, du pantalon, on va dire un peu kitsch, arc-en-ciel, ça, c'est elle qui est arrivée avec ça ou tu l'as pris comme il était ou tu t'es dit non, Non, ça ouais, non, elle avait un autre pantalon et le tableau était, il manquait quelque chose, donc je lui ai demandé de chercher dans ses vêtements. Souvent, d'accord. je demande aux modèles de chercher dans leurs vêtements, ils m'envoient des photos un peu, on choisit des trucs et, et on cherche ensemble avec le modèle aussi. Ouais. Et voilà, du coup, elle est venue avec ça et c'était parfait. Et le traitement du jardin derrière qui est très poussé aussi, là, c'est une vue de ton atelier, c'est ça, en fait Oui, c'est une vue de mon ouais, atelier. Et les ouais. deux petits enfants, c'est les deux petits Chinois qui jouent souvent dans la cour. Et, et le pigeon, c'est le pigeon qui passe. C'est celui-là. Mais en fait, il est aussi gros que le gamin. Mais donc là, comme tu travailles quand même d'après modèle et tout ça, par exemple, changer d'atelier, ça change vraiment ta manière même presque la composition de tes tableaux, parce que là, Ouais. enfin, Alors là, maintenant, quand même, sur cet dernier ensemble de tableaux, dont celui-ci fait partie, euh, bon, j'ai une ou deux scènes d'atelier comme ça, mais j'ai des scènes de ville. ouais. Et du coup, je change un peu ma manière de travailler. Je vais chercher des choses dehors. Je vais dehors pour dessiner, en fait. Et après, je reviens à l'atelier avec ce que j'ai dessiné, avec la mémoire directe de ce que je viens d'observer aussi. Et je travaille à partir de ça. Mais effectivement, mon environnement immédiat a une influence assez déterminante. Et le fait de mettre, parce que tu as beaucoup de tableaux où tu mets en scène le fait que tu es en train de peindre ou que tu peins, ça, Mhm. c'est quelque chose qui t'intéresse. Enfin, d'un coup, il y a un côté, ce que tu disais tout à l'heure, tautologique, qui est dit, bah, je me peins en train de peindre ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui est important
Enfin, je pense à ça par rapport à Lucien Freud, qui lui aussi avait un rapport comme ça très. Il voulait des choses directes avec les gens, puis d'un coup, en fait, son vocabulaire, enfin, sa manière de se mettre en scène ou de mettre en scène la situation, c'était les modèles qu'il posait pour lui, quoi. Et donc, je me demande, parce que j'ai l'impression que tu pars dans quelque chose de plus narratif aujourd'hui, où tu veux raconter autre chose que ce monde-là. Mais donc, je voulais savoir si ça, tu veux le garder quand même, ou si c'est un. Ça restera toujours de la même manière que ces tableaux un peu vides d'atelier vont toujours être faire partie d'un truc que j'ai envie de faire à un moment donné. Mais effectivement, dans mes travaux récents, j'ai envie d'ouvrir en termes de sujet, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose aussi d'un peu complaisant au bout d'un moment. Bon, ce geste-là, je l'ai fait, ça va quoi. Et je deviens de plus en plus exigeante aussi en termes de sujet pour moi-même, pour savoir que j'ai une vraie bonne raison de faire un grand tableau en fait. De qu'est-ce qui met en jeu. Et en fait, j'ai aussi des pensées et j'aimerais petit à petit réussir à leur donner forme dans des peintures sans du tout être trop volontaire non plus. Enfin, c'est un équilibre, quoi, mais trop... C'est comment dire trop narratif ou trop Oui, démonstratif. ouais, démonstratif ou de vouloir dire quelque chose. C'est pas vraiment qu'on veut dire quelque chose, mais plutôt quand même partager des sujets. Je sais pas trop comment le dire. Et là, par exemple, tes couleurs, elles racontent quelque chose aussi, je trouve, ta manière de choisir tes gammes chromatiques et tout ça. Je sais que tu es très forte là-dedans, parce que tu donnes des cours là-dessus. C'est un truc que j'ai jamais compris. Donc Qu'est-ce que tu n'as jamais compris? J'ai vu tes trucs de gamme colorée là, et tout ça. J'étais là, waouh, elle comprend quelque chose à ce truc-là. Je suis content pour elle. Mais non, mais c'est juste, tu sais, au début, ouais. je leur fais expérimenter les différents pigments, en fait, parce que Hmm. juste, c'est des choses, tu les traverses une fois et tu emmagasines l'expérience, tu as compris que l'outre-mer, c'était pas pareil que le phthalo. Mais si on te l'explique, ou si tu fais que le voir comme ça, tu l'expérimentes pas, donc je leur fais traverser, c'est tout simple. Mais là, par exemple, sur ce tableau-là, les couleurs, elles sont assez désaturées. Enfin, il y a quelque chose d'assez doux. Ça, c'est quelque chose que tu maîtrises ou comment tu fais pour que ça reste homogène alors que finalement, c'est des morceaux presque de réalité que tu as intégrés dans le même tableau ou... Tu vois, c'est quand même très construit comme finalement, tu as dû construire sous la contrainte de pas avoir de photos ou de choses comme ça, bah, tu es obligé de construire presque un monde artificiel Ouais. Bah, à zéro, quoi. Ouais. je parle souvent d'espace colorimétrique à mes élèves. Mm. Et effectivement, avec la couleur, on construit une sensation d'espace. Et je dois refabriquer cette cohérence de la couleur qui donne une impression que tout ça est baigné dans la même lumière. Euh, ou pas, parce qu'il peut y avoir des décalages avec lesquels on joue. Mais, Et ça, tu as une technique particulière ou c'est juste de la sensibilité effectivement, je pars plutôt en général d'une matrice assez désaturée. Et les endroits plus saturés viennent à la fin. Mais je dirais que j'ai plutôt tendance à avoir un peu peur même des rapports très contrastés. Et c'est plutôt quelque chose vers lequel j'essaye d'aller et que m'a amené le pastel aussi. bah, De voir que en fait, je peux mettre cette couleur à côté de celle-là, chose que je ne m'autorise Ah oui, jamais parce que le pastel, en c'est plus peinture. Parce que dense. Ouais, le ouais. pastel, j'ai pas le choix, je peux pas mélanger. Et moi, je Mm. mélange énormément et je fais des gammes hyper Mm. subtiles. Euh, mais, euh, mais c'était intéressant dans le pastel de jouer plus avec le contraste simultané et des choses comme ça. Le Euh... contraste simultané. Et, et ce tableau-là, par exemple, quand tu le commences, tu commences au crayon ou tu commences à terre de Sienne en terre et puis après tu montes ou c'est comment? Je fais pas de grisaille à proprement Non. parler, mais je commence avec. Qu'est-ce que j'ai commencé là-dessus? Non, je prends des pinceaux, des gros pinceaux et je trace des gros machins, quoi. Mais des traits, des axes, une composition qui est placée. Et après, là, en l'occurrence, par exemple, ouais, chose que j'ai compris maintenant, mais j'ai mis longtemps à comprendre. C'est en fait, avant, pour savoir où j'allais dans un tableau et pour savoir ce que je voulais avec ce tableau, j'avais besoin d'avoir le visage du modèle. Qui était déjà posé. C'est lui qui me faisait Hmm. sentir ce que je voulais. J'arrivais pas à me projeter sinon.
Donc, j'étais tout le temps emmerdée parce que du coup, j'avais un niveau de détail déjà très élevé à un endroit alors que le reste n'existait même pas. Hmm. Et ça me faisait des décalages foireux, très difficiles à rattraper, même en termes de couleurs. Et, maintenant, j'arrive mieux à me projeter sans ça. Et du coup, je peux venir placer le visage comme une cerise sur le gâteau avec les tons qu'il faut et la manière qu'il faut à la fin, quoi. Peut-être tu te fais plus confiance, en fait. Tu sais qu'à la fin, tu vas y arriver, quoi. Donc, Bah, c'est juste, ouais, ouais. comme j'ai traversé le processus de construction, Hmm. j'arrive à visualiser les étapes et à voir où je peux vouloir aller. Mais Et là encore, le, d'un coup, le moment où tu fais le visage, ça doit être un moment critique complètement fou, quoi. Parce que là, si tu le rates, c'est vraiment tout ça pour ça, quoi. bah Non. là, en Enfin, l'occurrence, moi, j'ai j'ai des raté. souvenirs Ouais, d'angoisse ouais, absolue où tu dis, mais ouais. non? Oui, oui, mais là, en Hmm. l'occurrence, tu vois, c'était plutôt un visage que j'ai posé au début, vu que Ah oui. c'était elle Ouais. qui était matrice de ce tableau. Hmm. Euh, ouais. Et le geste, par exemple, là, ta figure de toi en train de peindre, là, pour le coup, on est vraiment limite à la bande dessinée. On est limite à, on va dire, Ça m'a marqué quand tu m'as dit ça, je n'avais pas du tout pensé, moi, que ça faisait bande dessinée. Mais c'est la première fois que je me peignais de profil. J'en ai deux dans ce nouvel ensemble des profils. Hmm. C'est super difficile parce que tu as deux miroirs. Et Ah en oui. fait, quand tu bouges à gauche, tu bouges à droite, c'est l'enfer. Et, mais c'est Et d'un coup, marrant. de laisser comme ça, enfin, parce que là, c'est comme si tu te laissais un peu presque pas peinte ou juste une Mm. passe. Bah là, ça fait partie de ces moments où je te dis, pour moi, Ça suffit. c'est Ouais. parfait tel quel, je n'ai rien à ajouter. Donc, C'est tout pour moi, tu lâches le micro et ouais. Parce que non, mais c'est quand même assez intéressant parce que mais du coup, c'est une figure aussi, enfin, enfin, moi, c'est un tableau que j'ai beaucoup vu et ouais. vraiment, je me suis posé la question de pourquoi les plantes aussi denses et toi aussi peu dense, tu vois, d'un coup dans la. Bah, c'est C'est-à-dire aussi que là, la figure du peintre qui est absorbée par les choses bien sûr, ouais, qu'elle voit, et donc les choses que je vois ont plus d'existence que ok, moi-même à ce moment-là. c'est une réponse. Alors, on va passer à un tableau que j'ai pas vu, mais qui est un tableau tout nouveau, Mm. qui s'appelle Tout s'accomplit. Donc là, on en parlera après, mais il va être bientôt montré à Paris. Et là, pour le coup, c'est un tableau où tu as vraiment travaillé presque la narration, on va dire, puisque vraiment, tu es dans une composition beaucoup plus, on va dire, généreuse. T'inventes complètement une situation, quoi. Ouais. J'invente une situation, et c'est marrant que tu parles de narration, parce que pour moi, Non, non, mais quand je il y dis a assez narration, peu de c'est qu'il narration. y a de la fabrique, quoi. Ah oui, Là, on sent qu'il y a de la fabrique. Voilà. Ouais. oui, oui, il y a une mise en scène, quoi. Mise en scène, ouais, pardon. Je devrais Ouais. dire mise en scène. Ouais. Ouais. Euh, oui, oui, mais pour le coup, on revient à un tableau un peu de la même étoffe que le premier qu'on a montré. Mais en fait, tu vois, après les bacchanales, j'ai arrêté de faire des grandes compositions comme ça parce que j'ai vu toutes les galères dans lesquelles j'étais et j'avais besoin de construire les choses, enfin une sorte de méthode en me concentrant sur une figure. Mais pour moi-même, ce que je visais, c'était toujours des tableaux à plusieurs personnages. Euh, Si je me permets de te couper juste, parce que ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce que c'est une chose que je trouve que l'histoire de l'art ne réfléchit pas assez à ça. C'est-à-dire, ils prennent le résultat pour le donner. Là, ce mm, que tu me dis, c'est en fait, tu avais un donné qui était le fait de faire des grandes compositions, de vouloir vraiment faire un monde. Et en fait, tu t'es retranché juste pour des raisons presque techniques, pour après revenir à ces grandes oui, compositions, quoi. ouais, Et ça, c'est un truc que je trouve que j'ai jamais lu dans des textes mm, d'historiens de l'art ou de critiques d'art sur les artistes, c'est-à-dire de se dire, bah oui, en fait, de son point de vue, peut-être qu'il n'était pas encore enfin, mm, enfin, mm. voilà, il y a un truc comme ça que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu as dit là, mais je te laisse parler, pardon. Bah, oui, parce qu'en fait, c'est très complexe pour moi, en tout cas, à mettre en œuvre une composition de corps comme celle-ci. Et c'est là où je me suis dit, je vais faire des esquisses maintenant. Euh, Parce qu'encore une fois, je me suis lancée sans rien. Et, et du coup, j'ai dû rattraper des problèmes qui étaient liés à des départs pas très bien pensés. Alors, c'est très bien. Enfin, moi, je suis contente du tableau et tout, mais je sais Hmm. que j'aurai plus de puissance en fait à l'avenir en, en prévoyant ces choses-là. Et là, encore une fois, ce qui a fondé le tableau, c'est un visage, en l'occurrence le mien, cette fois-ci. J'étais très, très heureuse ce jour-là.
Ça a l'air. Et après, il a fallu tenir, tu vois, tout le long, parce que je fais tous les tableaux en même temps sur 1 an et demi, tu vois. Et, euh, et des fois, cette scène de joie, Ça bouge. moi, je suis plus du tout joyeuse, quoi. Ouais. Mais je sais que c'est ça la tonalité de ce tableau, donc il faut que j'arrive à la tenir. Et quand tu parlais de raconter une atmosphère ou de vouloir dire des choses, c'est aussi ça que tu essaies de faire dans ce tableau, c'est-à-dire de vraiment, enfin, une forme de démontrer une certaine vitalité. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, tiens, ça y est, il y a de l'énergie, quoi. Elle donne de Oui. l'énergie. Oui, oui, effectivement, de l'énergie, du mouvement. Effectivement, là, je privilégie les compositions plus en mouvement, les compositions où il y a des relations entre les personnages, même si je sais qu'à la fin, on a un peu une impression que chacun est dans son monde, mais il y a quand même des relations entre eux. Euh, Et le côté coloré très, du sol, par exemple, qui est très réussi. Là. Enfin, pour le coup, tu as presque une espèce d'effet boule disco sur le sol. ben Ça, là, c'est l'écrin des corps, quoi. ouais. Mais j'ai trouvé cette solution à un moment donné parce que Et c'est inventé ou c'est un sol que tu connais c'est inventé. Sans Ok. ça, c'était compliqué. Le tableau était bloqué dans une forme de frise et ça lui a amené du peps, quoi, du relief. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, les couleurs. Il est assez doux en vrai. Hein. Là, à D'accord. l'écran, Ouais, peut-être que il est coloré, mais il est doux. il est trop subtil pour la photographie. Non, mais sinon, il a l'air gris. Ouais, c'est dur à reproduire. Hmm. Euh, Et là, par exemple, les jeux de jambes, je pense à ça parce que je vois l'image des jeux de jambes, des jambes entre les jambes et des choses comme ça. Comme là, tu es quand même dans une situation où tu fais poser les gens. Et alors que là, on retrouve quelque chose de l'ordre de la photographie, qui n'est pas si loin d'ailleurs de mes aquarelles de fête quand j'y pense. Mais, mais ce petit univers-là, tu es obligé de l'inventer là pour le coup. C'est-à-dire, tu fais des plans après des plans, puis tu vois oui. ce qui se passe. Quoi. Ouais. Oui, Et bah là, là, c'est vraiment une juxtaposition de personnages qui ont posé séparément. Et j'avais ce problème que je voulais qu'ils soient tous à la même échelle, alors qu'en vrai, là, ce derrière devrait être beaucoup plus petit. hmm. Et, et donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont les jambes très fléchies. C'était pour que leur visage puisse rentrer dans le format, malgré le fait que leurs pieds reculaient, mais ils étaient toujours à la même taille, tu vois. Et je voulais pas que leur tête sorte, parce que je voulais peindre leur visage. Et du coup, ils sont tous très, très courts sur pattes ou très fléchis. Euh, Et le truc, c'est que tu fais un raccourci très fort de la main dans les personnages le plus en arrière. Là, ça, c'est un truc qu'on peut faire, je pense, en peinture comme ça, en voyant en vrai, mais pas forcément en photographie, parce qu'en photographie, tout est écrasé, c'est très compliqué à faire d'après une photographie. Et ça, ouais. c'est le raccourci, c'est un truc qui t'intéresse pourquoi ça t'intéresse autant? Parce que il y a plusieurs tableaux où Autant, ça fait plusieurs fois que j'en fais, je sais pas il y fait avait le attention. raccourci, je pense au raccourci du pied dans Ah oui. le tableau qui était aussi Mais en fait, quand on voit les choses, enfin, quand on fait poser le modèle, qu'on cherche la pose avec le modèle, Mhm. assez spontanément, ça vient comme quelque chose qui va être beau. Et effectivement, ça donne un peu d'espace aussi, ça permet de percer un peu le truc. Là, en l'occurrence, sa main est beaucoup plus petite que ce qu'elle ne devrait être. Oui, oui, bah oui. J'avais pris des photos pour vérifier mon truc, mais c'était dégueulasse en photo de toute façon, ça faisait une déformation toute bizarre. Mhm. Et là, en réalité, j'ai galéré avec le modèle, c'est plutôt d'après mon dessin d'après modèle que j'ai réussi à peindre le truc dans l'heure qui a suivi le départ du modèle, tu vois, avec la mémoire encore fraîche. Ça m'arrive quelquefois. Je continue la séance quand le modèle est parti et j'ai une mémoire encore assez nourrie. J'ai des dessins et du coup, j'arrive au résultat qui me convient, que j'arrive parfois pas en présence du modèle parce qu'il y a trop d'infos. Et l'autre question que j'avais, c'était est-ce que tu penses à comment dire, à la mode? C'est-à-dire, est-ce que tu penses aux Aux vêtements de tes modèles? vêtements. Parce que par exemple, là, dans l'ensemble, on pourrait se dire que c'est presque des vêtements des années 70 récupérés tu vois, dans des friperies ou des choses comme ça. Enfin, il y a quelque Ah, chose que j'ai trouvé, qui m'a troublé, où je me suis dit, tiens, c'est les non. enfants de boomers qui rachètent leurs vêtements. Non, je n'ai pas conceptualisé ça. C'est Ouais. vraiment mon leggings, c'est vraiment mon t-shirt. Entre le orange des lignes et puis la robe à fleurs et puis le jean violet, je me suis dit, tiens, c'est les. C'est une robe à fleurs H&M. Ouais, tu t'es pas. Bah oui, mais ça, c'est pas. Non, mais C'est c'est pas un assez truc que tu nouveau posais. le Ouais, vêtement pour moi. d'accord. C'est Ouais. assez nouveau. Pour l'instant, voilà, souvent je demande au modèle quelques trucs. On choisit comme ça, mais j'ai pas de ligne directrice générale.
Et C'est le alors, feeling. j'ai une question, c'est le rayon laser orange. Pourquoi? Il fallait quelque chose à cet endroit-là. Donc je l'ai mis. Très bien. Puis en même temps, ça arrive dans son cœur et ça fait sens. Parce que tu as toute une partie de ton travail où tu avais fait des figures en train de vomir ou des choses comme ça, justement plus brutales. Mm. Et là, c'est quelque chose que tu rejettes aujourd'hui ou ça peut revenir Non, ça pourrait revenir. Je pense qu'il y a certaines choses brutales que je vais peindre, mais, mais globalement, je suis plutôt orientée vers la joie. Je fais vraiment de mon mieux. Je Mais sais c'est que tu pas, veux ça. c'est pas toujours facile. Euh, C'est un travail. Mais c'est vrai que même l'enjeu esthétique de faire un tableau heureux, je trouve ça Ouais. beaucoup plus difficile comme défi que faire un tableau malheureux. Parce Mm. qu'en fait, dans les tableaux, enfin, ou malheureux ou avec des affects tristes, on va dire. La joie est plus profonde que la tristesse, hein, donc c'est plus. Oui, et aussi, il y a un truc très difficile à atteindre, c'est que, enfin, parmi mes critères esthétiques à moi, en tout cas, pour qu'un tableau soit bon, il faut qu'il y ait une forme de contradiction, qui contienne des contradictions. Et le domaine de la contradiction, bon, c'est le domaine du réel, de la vie, de tous les trucs relous. Et mais du coup, dans la joie pure, c'est un petit peu comme une annulation des contradictions. Et donc, ça devient vite Mm. aussi une image très chiante. Et donc, comment avoir la saveur de cette chose unifiée sans renier non plus, aussi par choix esthétique, sans renier les aspérités et les contradictions du réel. Ça pourrait presque être un programme général pour le coup. Et ça, par exemple, c'est important pour toi, la beauté? D'arriver Oui, à. Ouais. oui. Enfin, j'ai souvent envie de dire, Non, et oui, oui, non, mais c'est. voilà, bah oui, là, Là, évidemment, j'ai envie de faire un truc magnifique, qu'on se mette à genoux, qu'on pleure. Voilà. Oui, oui. et donc, d'accord. Et dans ce cadre-là, donc, tu serais plus dans une beauté, on va dire, flamande ou allemande que dans une beauté italienne idéalisée. Parce que là, voilà, on parle. Je sais pas, parce que la beauté italienne, moi, je l'aime beaucoup. Non, je serais plus dans une beauté, disons, vraiment au sens fort, au sens, je sais pas, philosophique, et que dans une beauté au sens, effectivement, de quelque chose de plaisant, ou, enfin, de Bourgeoise. nécessairement. Ouais, Ouais, voilà. d'accord. Et ben, on va passer à la deuxième partie de notre Ok. émission. Et on va commencer. Donc, je t'ai demandé une peinture d'histoire de l'art qui était importante pour toi. Et tu m'as parlé d'un tableau que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle L'allégorie de la fertilité de la Terre, de Jacob Jordans, ou Jacques Jordans, comme j'ai appris récemment, mais voilà. Donc, c'est un tableau qui est à Bruxelles, qui gêne encore, bizarrement, parce que j'ai vu des articles dans Google comme quoi c'était un peu obscène et tout ça. Ok. Voilà. Bah, les gens trouvent la vie obscène, si tu veux. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi. Mais qui dit ça? Bah, je sais pas, c'est des articles, bon, ouais, on s'en fiche. Ok. Mais je te laisse en parler un petit peu si tu as envie ou si tu te sens. Hmm. Non, mais je sais pas C'est quoi pas le dire plus parce que. facile c'est pas le plus facile à Non, commenter, je surtout, c'est trouve. plus Ouais. facile de parler des tableaux qu'on n'aime pas à la limite que de ceux qu'on Ouais. aime. C'est juste. Je l'ai vu enfin, à Bruxelles, là, au Musée des Mhm. Beaux-Arts, pour la première fois. Donc, c'est vraiment mieux en vrai, hein. Ouais. Et bah, justement, bah, juste Donc, c'est la c'est taille super du. beau. Enfin, c'était saisi. Et le nu Euh, est presque taille réelle, en fait, hein. oui, le Ouais. nu est presque taille réelle. Les couleurs de la chair sont dingues, hyper luminescentes, beaucoup plus rougeoyantes d'ailleurs au niveau des fesses C'est vrai. que dans cette repro. C'est Google Earth, désolé. Et Et on a une figure de tension aussi dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as un personnage de nu qui est quand même très beau, on va dire très, très gourmand, et puis tu as ce personnage de dos aussi qui est mélancolique, un peu à se tenir la main en bas à droite. oui, Où, d'un coup, c'est un nu moins glorieux, on va dire. Enfin, oui, moins. moins glorieux. Et c'est aussi un espace qui est quasiment entièrement fabriqué par l'enchevêtrement des corps. Mm. Donc ça, c'est vrai que c'est un certain type de tableau que j'aime bien. Pas seulement, hein, j'aime bien l'espace aussi. Mais, qu'est-ce Et que... c'est un tableau qui est très en matière. Alors ça, je te pose la question, parce que moi, je me dis qu'il y a quand même quelque chose peut-être dans ta peinture qui pourrait être plus en matière, Mhm. c'est notamment sur la capacité d'incarnation, c'est-à-dire que
Bon, Jordan, c'était un des élèves de Rubens au départ et tout ça, et il y va franchement dans l'épaisseur. Des blancs, de la chair, ouais. Voilà, une chair palpitante, encore une fois, des ombres très légères et une chair beaucoup plus épaisse. Ça, c'est pas quelque chose où tu vas y aller. Hein. Tu veux pas y aller. Ah, je sais pas si je vais pas. Parce que par exemple, il y a une espèce d'effet, j'ai envie de dire presque d'orgie de plantes en haut à gauche. Là, ça, c'est quand même il y a un débordement comme ça d'énergie aussi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de matière. Mais... Alors, sur la matière, je sais pas, tu me diras après avoir vu mon expo. Ouais. Je pense que j'ai un peu plus de matière maintenant, quand même. C'est une matière plus rude, parce que du fait que je suis passée à la tempéra à l'œuf, ça m'empêche d'aller dans le trop fondu. Oui, c'est plus sec, en fait, presque. Ouais, c'est plus gouaché, en fait. Ouais. Pour l'instant, c'est la manière que j'ai trouvée d'oser aller plus dans la matière, on va dire. Mais du coup, c'est pas un type de matière qui va dans les blancs de la chair, c'est vrai. Et le fait que là, pour le coup, ça amène aussi, enfin, il y a une esthétique presque bourgeoise pour le coup aussi, mais du trop-plein, du 17e. Enfin, c'était le moment de l'accumulation bourgeoise, hein, dans le cadre dans lequel il était. Ça, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la vie qui est presque, je trouve, pas du tout contemporain dans le tableau. Enfin, moi j'aime beaucoup, mais que j'ai l'impression qu'on est c'est un autre monde, quoi. C'est comme Rubens aujourd'hui, c'est un autre monde. Effectivement, et dans les tableaux d'abondance que j'ai pu avoir envie de faire dans ma vie de peintre, je me heurtais à cette question, enfin à ce problème de mais on peut pas aujourd'hui faire ça. Enfin, on peut le faire, mais en résonance avec quand même ce qui se passe, et du coup, ça pourrait pas, effectivement, l'époque ne pourrait pas produire ça. Ouais, à la fin, on peut dire que c'est une abondance très décroissante, hein, parce que c'est des fruits et des légumes. Mais là, c'est un truc qui m'intéresse. Non, mais il y a un truc d'insouciance quand même, de bonheur sur Terre, qui est super beau, quoi, du coup. Mais ce que je veux dire, on peut avoir des bonheurs sur Terre avec des fruits et légumes, la preuve. Ouais. Bah oui, je suis bien d'accord. mais d'ailleurs, voilà, ça va être mon sujet la prochaine fois. Bon, bah très bien. On se donne rendez-vous. Et alors, je t'ai demandé un tableau que tu n'aimais pas, ou qui t'intéressait pas, ou que tu rejetais, et tu m'as proposé un tableau qui plaît à beaucoup, beaucoup de monde. C'est pour ça que je l'ai choisi. Bah oui, voilà. Ouais. Et donc, c'est l'Ophélie de Millet, qui est un tableau très connu. Et en plus, il y a d'autres tableaux donc, de ce peintre que je trouve très beau. Ouais. Mais celui-là, vraiment, m'exaspère, m'a toujours exaspéré. Je la trouve idiote, cette figure-là. Genre, justement, sans contradiction. Tout va dans le même sens, tu vois. Oui, c'est la souffrance, la mort. Oh, mon Dieu. C'est totalement... Et les plantes en contradiction, ça pousse de partout. Ouais, je sais pas. Je pense qu'en fait, ça tient dans l'expression de son visage, et je suis très sensible à ça. Il y a des tableaux que j'aime ou que je n'aime pas à cause de l'expression d'un visage. Je trouve que c'est du mauvais théâtre. Et après, c'est mon goût pour les choses plus truculentes, tu vois. Oui, là, elle est un peu trop évanescente pour toi, quoi. Ouais, entre Van Dyck et... merde, comment il s'appelle Jean-Marie Bigard. Peintre de portrait. Frans Hals. Voilà, Frans Hals. Je reconnais absolument et je goûte vraiment avec plaisir Van Dyck. Mais j'ai vraiment un faible pour Frans Hals parce que c'est plus... C'est moins noble, enfin moins, plus terrien. Ouais. Okay. Alors j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais que c'était pas possible que les plantes soient en même temps dans le tableau. C'est-à-dire que c'est des plantes qui ne poussent pas au même... Ouais, on a lu Wikipédia, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant en même temps, parce que d'un coup, ça pose aussi une question d'ancrage dans la réalité. Enfin bon, moi, c'est un truc qui m'intéresse. Mais... Bon, passons sur ce tableau. Voilà. Passons à autre chose. Je t'ai demandé un livre qui a nourri ta pratique, et là tu m'as parlé du livre de Simone Veil, pas la ministre mais la philosophe, qui s'appelle La pesanteur et la grâce. Alors j'avoue, j'ai pas eu le temps de le lire, et je ne l'avais pas lu. Par contre, vous pouvez le retrouver il est gratuit sur Internet, je l'ai trouvé gratuit sur Internet, donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ce qui est déjà un beau titre d'exposition. La pesanteur et la grâce, oui. Bah oui, c'est pas mal. Ça a été repris, je pense, assez souvent, ce titre.
Je ne sais pas si ça a influencé, enfin tout ce qui m'influence influence ma pratique, quoi. Mhm. Donc disons que c'était dans ma prime jeunesse, je suis tombée dessus par hasard aux Arts Déco, dans une librairie d'occasion. Et le truc m'a accompagnée pendant des années comme une béquille. Et c'est assez difficile de parler de ce livre. Je me suis dit après, oh là là, merde, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? C'est très mystique. C'est avec les années, je reviens toujours à ce livre. Mhm. Après, je l'ai quand même mis en question aussi. Elle n'est pas très équilibrée, Simone Veil. Et du coup, pour le coup, par souci de réalisme, on ne peut pas se prendre uniquement ça comme boussole, mais il y a des moments où ça décrase bien. Et Si tu pouvais ça définir l'enjeu du livre, enfin, remet des choses en place. l'enjeu C'est pour assez toi, c'était quoi? dualiste. C'est assez Mhm. dualiste comme vision des choses. Il y a le monde, il y a la pesanteur et la grâce. Donc, en gros, tous les phénomènes sont régis par quelque chose Mhm. qu'elle appelle la pesanteur, c'est des phénomènes mécaniques, en fait, même dans les rapports humains, dans les rapports affectifs. Voilà, donc tout ça est assez cruel. Euh, c'est pas du tout une mystique rassurante. Il y a juste un seul truc dans la vie, c'est la grâce. Si tu peux te cultiver des dispositions intérieures qui font que peut-être, à un moment donné, tu verras quelque chose, mais c'est pas sûr. Il n'y a aucune consolation. Euh, mais il y a quand même de la lumière, il y a beaucoup de lumière. Euh... je sais. D'accord. Ça me va comme phrase. Et on va passer à un... Alors, je t'ai demandé un livre sur l'art ou un truc, un écrit sur l'art qui t'a influencé, et tu m'as parlé d'une interview d'Autodix en allemand. Donc, on va pas diffuser l'interview parce que d'une part, on n'a pas les droits, d'autre part, tout le monde parle pas allemand. Mais je vous conseille ce petit livre où il y a des écrits d'Autodix qui sont très techniques de la peinture, c'est-à-dire qu'il va vraiment dans le détail. C'est assez rigolo. Voilà. Si vous voulez avoir des cours de peinture par Autodix, bah, vous avez ce livre. Et je te laisse en parler donc plus de l'interview qui t'a marqué. C'est vrai que c'est même pas une interview, d'ailleurs, c'est des extraits audio Ouais. d'un enregistrement qui date et qui dure plus d'une heure. C'est assez émouvant d'entendre sa voix. Il a une bonne voix de, de prolo du fond de la Saxe. Je ne sais pas comment on dit en français, Sachsen. Mhm. Et avec un bon accent. C'est difficile à comprendre, même pour un Allemand, je pense. Euh, ce qui m'était resté en tête, parce que je l'ai pas mal écouté quand j'étais à Berlin, du coup, cet enregistrement, ce qui m'était resté en tête, c'était les moments où il parlait de la guerre, de ces tableaux de guerre et du fait que les gens avaient dit que lui avait mis des étiquettes comme peintre pacifiste ou anti-guerre ou dénonçant la guerre et lui pas du tout il dit je partage ce que j'ai vu. C'est mon expérience et il est même fier il parle d'une forme de fierté d'être passé par cette épreuve. Il y a une posture assez héroïque et, et du coup la peinture n'est pas empreinte d'enjeux moraux, mais vraiment d'un truc assez simple et un peu existentiel, comme ça il répète ce mot existentiel. Et, et il dit qu'il voulait tout voir par lui-même. Ça m'est beaucoup resté aussi, faire l'expérience par soi-même. Mhm. Et ce truc pour moi de peindre d'après modèle, et de ne pas aliéner ma perception à une image préexistante, c'est un peu cet état d'esprit-là aussi, de me réapproprier mon expérience en fait. Et ça, je sais que tu as une petite camionnette rouge Oui, avec laquelle tu te balades en France, ou je sais oui, pas d'ailleurs, peut-être ailleurs, et dedans, il y a presque ton atelier, enfin, il y a presque un mini atelier où tu peux dormir dedans et tout ça.
Et ça, c'est quelque chose que tu... Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas tant de tableaux, de paysages ou choses comme ça au résultat, mais tu le fais souvent ou c'est... Non, c'est quelque chose que j'ai fait quelques fois. Là, Ouais. cet été, je me suis promenée en camionnette, mais j'ai pas travaillé parce que je faisais autre chose. Je cherchais une maison. Ouais. Et puis, j'avais pas envie de travailler parce que j'avais déjà trop travaillé. Mais du coup, je l'ai pas beaucoup fait pour l'instant, mais je le Et tu fais as un encore. équipement, quoi. Ouais. Mais en réalité, le camion est surtout équipé pour dormir et le minimum de survie. Mais enfin, du coup, je peux avoir mon petit matériel comme ça, un petit chevalet. Hmm. Je l'ai fait quelques fois, oui, j'ai fait des paysages de cette façon-là. Non, mais je pensais à ça par rapport à Autolix, d'aller voir... Oui, tout voir par soi-même, oui, Ouais. oui. Ben, aussi, surtout dans un paysage, l'expérience de l'espace, elle est très forte et on a tous fait cette expérience-là, qu'on prend une photo et que c'est tout pourri en photo. Hmm. Et, et moi, j'ai pas envie de devenir photographe, d'apprendre à faire des bonnes photos qui me serviront ensuite d'avoir un stock d'images, l'ordinateur, tout ça. Merci, je cherche justement à, à- à éviter ce genre de pratique. Et du coup je m'embête avec d'autres pratiques qui sont avoir un camion, conduire des centaines de kilomètres, Ça me paraît pas ne si pas pratique que savoir où ça. je vais dormir, Être sous la trouver un pluie et coin pour l'orage. la nuit. Ouais. Je t'ai retrouvé une fois, c'était où? C'était à hier, où tu étais avec des grandes cernes parce que tu n'avais pas dormi parce qu'il avait plu toute la nuit dans ton camion. Ah Je me oui. souviens pas, mais Non, je ne me souviens pas. ouais. J'ai trouvé ça courageux. Et alors, je t'ai demandé une peintre contemporaine ou un peintre contemporain qui t'intéressait, et tu m'as fait découvrir une peintre que je trouve super, qui s'appelle Hélène Akimoto, qui bizarrement est née à Los Angeles et qui allait vivre à Leipzig. Et j'ai trouvé son travail super intéressant. Elle est assez jeune, hein, si tu peux en parler un petit peu. Alors, j'ai choisi un tableau qui s'appelle, avec un très beau titre, je peux dire, Head Explodes Due to Personal Reason, qui nous rappelle notre quotidien. Oui, c'est ça. Je te laisse en parler. Bah, ouais, ce que j'aime bien, c'est l'artificialité dans son travail. Euh, Peut-être justement le fait aussi que les formes sont un peu isolées les unes des autres, comme ça. Même si la qualité inverse pourrait me plaire tout autant. Mais, Qui est presque un truc, quand on parle d'école de Leipzig, il y a peut-être ce point commun entre tous les peintres, je pense à Matthias Weicher, Neo Rauch et tout ça, c'est d'avoir cet espace, des figures. Puis j'ai l'impression que toutes les choses ne vont pas forcément ensemble. Enfin, il y a un côté image mentale comme ça. ouais, mais je pense que c'est le fait de travailler un peu, pas d'après photo, non? Je sais pas. Non, Ouais. remarque, elle construit beaucoup ses images à l'avance par ordinateur, je pense. Mais du coup, je suis plus sensible aux images, enfin non, aux peintures, où on sent l'influence d'une modélisation 3D par ordinateur, si on veut faire intervenir Mhm. une machine dans le processus, que quand on sent l'influence de la photo, en fait. Parce que pour moi, la modélisation 3D est plus proche du processus cérébral qui a lieu quand je vois les choses que la photo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais. Et du coup, là, moi, je sens ça dans ces tableaux. Avec des effets d'aplat quand même. Le fauteuil, par exemple, Oui, oui, il est très bien plat, sûr. là où les Bien feuilles sûr, ça ne sont... se résume Ouais, pas à de la non, bien sûr. modélisation 3D, mais Ouais. il y a ce côté-là, Bah, ce genre d'artificialité-là, quoi. t'aimes l'air aussi qui joue, quoi. Enfin, le fait Ouais. ouais. L'air, elle a des figures assez froides aussi. Alors du coup, pour moi, dans l'absolu, il manquerait un peu quelque chose dans son travail. Mais en même temps, On va lui j'aime bien écrire. cette froideur aussi. Et alors, je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais bien. Un Et peintre français. Français, bien sûr. Et là, tu m'as proposé un peintre très original qui s'appelle François Mandras. Voilà. Et qui a une œuvre assez dingue quand on regarde de près. Alors, malheureusement, il ne communique pas assez dessus, je trouve, parce que son Mm. site n'est pas très bien foutu et tout. Mais par contre, c'est un artiste très intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler Et un puis, peu faut vraiment les voir en vrai. C'est de la Ouais, cire. La ouais. matière est très présente. C'est des couleurs très belles, enfin des matières très Ouais. belles. Et pour le coup, ça sort beaucoup de sa tête. Euh, On l'espère, parce que sinon notre monde ne va pas très bien. Non, mais il travaille beaucoup d'imagination, quoi. Il a une imagination assez puissante, on va dire. Ouais. Et,
Alors, il faut vraiment aussi voir l'ensemble du travail. C'est l'ensemble Oui, du voilà, travail c'est qui me ça. plaît. Ouais. Parce qu'il y a des grands écarts entre des choses abstraites, presque ornementales, architecturales, de la figure, des grandes scènes composées comme celle-ci. Des cow-boys, plein de trucs différents. Ouais, des choses très fantastiques. Et puis en même temps, pour le coup, il y a une densité qui rend les choses concrètes. On n'est pas dans un truc de l'imaginaire qui pourrait m'agacer beaucoup sinon par ailleurs. Les choses sont quand même lourdes et ancrées. Et ces sujets sont vraiment bizarres, quoi. Ce qui pour moi est une qualité. Mmh. Là, c'est pas le plus bizarre, mais il y a des tableaux avec des extraterrestres. Oui, il y a de la BD, enfin, il y a plein de. Ouais, ça brasse énormément de choses, même en termes d'iconographie, ça brasse beaucoup de choses. Et ouais, c'est vraiment, vraiment un de mes peintres préférés. Bon, bah, on l'embrasse en tout cas. Et merci pour d'ailleurs, il nous a envoyé le visuel en haute définition, donc merci beaucoup à lui. Et on va peut-être passer aux questions Twitch. Alors, je vais demander à notre réalisateur Nils s'il y en a une ou deux, parce qu'il n'en a plus beaucoup de temps. Ah non, pardon, oh là là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié l'actualité. Pardon. Voilà, je suis désolé, pardon. En plus, j'ai crié très fort dans le micro, je suis désolé. Oui, parce qu'en plus, c'est une actualité qui va commencer très très vite, puisque c'est le vernissage donc une exposition personnelle le 7 octobre prochain, donc c'est jeudi prochain. C'est la galerie Guido Romero Pierini qui est donc une galerie qui va d'un espace à l'autre. Galerie nomade. Voilà, une galerie nomade. Voilà. Ça va changer. Et l'exposition s'appelle Salut. Tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Oui. D'abord, qu'est-ce que tu as entendu, toi, quand tu as entendu que l'exposition s'appelait Salut? C'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce que j'ai entendu? Oui, qu'est-ce que tu as compris dans ce Euh, titre? Ça bah, m'intéresse. le jeu de mots où ça dit bonjour et en même temps, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de. Ah, Je sais, voilà. ok. Non, parce que, oui, c'est ça, il y a un petit peu le grand salut dans le petit salut, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, ben. C'est genre tu disais salut au monde, quoi. Oui, puis il y a la question Voilà. du salut. Ah oui, d'accord. Ah oui, Tu donc vois? là, c'est la pesanteur et la grâce, quoi. Non, mais excuse-moi. Mais... Ouais. Ouais. Et comme c'est une exposition dans laquelle il y a pas mal de tableaux avec des relations entre les gens et des gestes de salut aussi, des gestes des gens les uns envers les autres et tout. Bah, je voulais, enfin voilà, le titre se rapporte à ça. Et je présente donc 10 Plein de nouvelles tableaux. peintures et des pastels. C'est mon travail des 2 années écoulées. Oui, je crois que c'est une exposition qui devait se faire plus tôt. Oui, ça a Voilà. été beaucoup reporté à cause du Covid et tout ça, plein de complications liées à la réservation des lieux justement pour le fonctionnement des galeries nomades. Donc c'est pour ça que l'expo va être un peu courte aussi. Ah oui, je viens de voir ça. Donc dépêchez-vous, venez la voir, aimez-moi. Donc c'est du 7 octobre au 25 octobre, c'est 7 rue Froissart dans le 3e, c'est gratuit, il faut le rappeler. Oui. Et bah voilà, et donc si vous venez au vernissage, vous aurez la chance de voir Marion, ce qui est toujours une chance. Et j'en profite pour juste dire que si vous allez sur le site de Guido Romero Pierini, il y a une autre exposition qu'il organise en ce moment, de Lou Ross, qui était aussi dans l'exposition Les Apparences. Voilà. Et là, c'est dans le 16e, donc vous pouvez aller voir pour avoir des informations. Et comme on est hyper en retard maintenant, parce que j'ai oublié les actualités. Ah oui, non, d'autres actualités. Il y a d'autres actualités. Mais oui, voilà, je suis pas très bon là. Alors, je t'avais donc on va en parler. Tu as également un catalogue qui sort dans le cadre de cette exposition. Voilà. C'est de quelles éditions? Édition Naïma. Quelle chance. Et combien il va coûter ce catalogue? 29. 29 euros. Et c'est ton premier catalogue, celui-là, aussi grand. Oui. Ouais, trop bien. Et tu as une exposition également dans le lieu où moi-même j'ai exposé à 100 mètres du centre du monde à Perpignan, c'est ça? Oui. Donc et l'année prochaine, l'été prochain, je fais la conception d'une exposition collective avec des peintres, une bonne dizaine. Super. L'exposition s'appellera Gestalt. Gestalt. Très Ça bien. veut dire forme, mais c'est un peu plus processuel comme concept. Alors, je suis désolé, mais alors d'un coup, on a moins de temps. Donc, Niels, notre réalisateur, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous sentez des affinités avec Eric Ficht?
Fischl. Fischl, pardon. Ouais, c'est un peintre américain. Ouais. J'aime bien Eric Fischl, je l'ai regardé quand j'étais jeune, mais je le regarde plus beaucoup. Ouais, des affinités de fait. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que lui, il travaille d'après photo, vraiment. Ouais. Et pour le coup, il a des compositions très, très flottantes par rapport à toi. Moins ancrées enfin, ça dépend des périodes, mais là, maintenant, aujourd'hui, c'est plus flottant. Oui, il y a des très beaux tableaux de lui. Ah oui, moi, Mais il y a vraiment de très beaux tableaux. Je me rappelle d'un tableau avec un jeune homme et une femme. Et les stores. Hein, ouais. Voilà, les lumières des stores, les bananes dans le pot et tout. Il est un peu décevant, effectivement, ouais. Ces compositions plus flottantes me parlent beaucoup moins. Et enfin, c'est juste qu'on s'attaque au même problème. Mais sinon, je ne suis pas en amour de ouf avec lui. Et il a fait des compositions aussi bien avant MeToo avec des vieils hommes, des vieux hommes avec des jeunes femmes dans des chambres, dans des situations un peu mélancoliques. Voilà. Je sais pas si tu es un petit peu en avance, j'ai l'impression, sur ces histoires-là. C'est pas... Quoi? Non, mais c'est un invariant. invariant. Représenté... Non, mais c'est un invariant, mais, mais les tableaux en eux-mêmes, ils avaient une certaine force sur le rapport à l'argent et tout ça. Enfin, une belle lumière poussant dehors, excusez-moi. Je viens d'être surpris par la belle lumière dorée. Nils, c'est encore deux, trois questions? Oui, très bien. Quelle est l'importance du hors-cadre dans votre travail? Quel rôle a-t-il pour vous? Le hors-cadre. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que tu arrives à couper, tu as des compositions où tu coupes et tout ça? Je sais pas. D'abord, je dirais qu'il n'y a pas de hors-champ dans mes tableaux, spontanément, que tout est là, que c'est des totalités, justement. On dirait des titres de tableaux. Mais, en même temps, concrètement, c'est vrai que de plus en plus, je peux avoir des éléments coupés hors-champ, mais je ne sais pas, j'ai rien à dire là-dessus. D'accord. Allez, peut-être une dernière question. Hein, très bien, dernière. Vous parliez... sur la fin, on se sent. Vous parliez d'un travail mental sur vos toiles. Comment se manifeste ce travail en amont de la toile? La composition finale s'éloigne-t-elle de l'idée première? Ah oui. Alors ça, on a un peu parlé, mais donc c'est l'histoire de est-ce que tu dessines avant? Est-ce que tu composes? Est-ce que tu te projettes quand même dans un format? Parce que toi, tu choisis ton format. Ça, je ne t'ai pas posé la question, mais tu choisis quand même tu as des formats assez originaux et tu les choisis quand même tout de suite, ou tu pars d'une toile blanche et après tu trouves le format Non, je choisis mes formats sans savoir ce que je vais faire dessus. Je choisis mes formats parce que j'aime bien ce rapport de proportion. Et ensuite, je me demande ce que je vais faire dessus. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hors-cadre. Parce que ce n'est pas un cadre, c'est un donné premier, en fait, qui détermine le reste. Donc la question n'était pas si bête, en fait. Parce que ce que je veux dire, c'est que je coupe... Ouais. Je sais pas une image dans laquelle je coupe quelque chose. Ouais. Et donc, attends, c'était quoi la question? Ah oui, c'est la question de comment tu composes. C'est assez flou au départ, jusqu'à présent pour moi. Mais maintenant, là, par exemple, pendant que je finissais mes derniers tableaux, j'avais toutes les idées de ce que je veux faire dans les années à venir qui tournaient dans ma tête. Et là, je me dis que je vais faire des études, des compositions, tout ça. On va voir, hein, peut-être que je ne ferai pas du tout, mais c'est ce que je me suis dit. Pour le coup, maintenant, j'ai des sujets, en fait. Mais après, la forme que ça prend, le processus du tableau, c'est quand même chercher ça, quoi. Mais par exemple, quand tu vas, je sais pas, au marchand de couleurs ou au marchand de tableaux, tu t'achètes des formats au hasard comme ça, et après tu décides qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Comment ça se passe? Parce que je les commande en me disant tiens, je vais faire ça, c'est pas mal comme format, c'est intéressant. Ou celui-là, je l'avais bien aimé, j'en reprends un. Mais tu n'as aucune idée de ce que tu vas mettre dessus, quoi. Ou alors j'ai des idées, mais comme je les oublie totalement après. D'accord. Et jamais tu recadres dans un tableau? Non. Okay. Bah non, puisque souvent même c'est sur du bois, donc. Ah oui, ça c'est du bois. Bah, on peut couper le bois, non? Je connais rien en bois, mais. Ouais, mais c'est du contreplaqué monté sur châssis, ce serait toujours possible, mais non, je fais avec. Ok. Bon, mais merci beaucoup Marion, parce que là on a passé l'heure. On est en retard à cause de moi, mais c'est de ma faute. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc la vidéo sera retrouvable sur la chaîne YouTube de l'émission, qui est donc Out Picturia sur YouTube. Vous pouvez retrouver juste 14 interviews de 1 heure chacune. Ça commence à faire beaucoup d'interviews. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le peintre Mathieu Cherkit. Merci à tous. Merci Nils. Merci Marion. Salut. Ciao.